Club Média 7, bonsoir. 19 mai 2015, 19 mai 2017. 2 ans déjà que Maître Adrien Houmbédi est porté au perchoir. Établissement privé d'enseignement supérieur, le gouvernement confirme la tenue d'examens nationaux pour août 2017. Mais certains prévenus n'adhèrent pas à l'organisation de cet examen sous la férule du gouvernement. Voilà l'essentiel des sujets que nous allons évoquer sur ce plateau. Invité, Philippe Hadot, directeur de publication du quotidien Nouvelle Expression. Bonsoir Philippe Hadot. Oui, bonjour Mesmer. Oui, en face de Philippe Hadot, Didier Sanson, journaliste précédemment en service à RFI. Didier, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Ouais, tout de suite, la revue de presse. La revue est signée Rachidat Biom Mama. On démarre cette revue de presse par une date anniversaire. Et c'est l'événement précis qui nous rafraîchit la mémoire en mettant à sa une, il y a 2 ans, la coalition Talon propulsait Adrien Houmbédi au perchoir. Le journal nous présente aux pages 6 et 7 de sa parution du 18 mai les temps forts de cette élection du 19 mai 2015, un feuilleton à rebondissement suivi par tout le peuple. Toute une journée et toute une nuit à Porto Novo qui consacrait une 3e fois Adrien Houmbédi comme le nouveau président de l'Assemblée nationale. La victoire d'une opposition qui mettait fin aux ambitions du jeune député candidat de la majorité présidentielle d'alors. C'est l'une des rares fois que l'ancien argentier national perdait une bataille, souligne le journal, qui affirme qu'une main invisible était là ce 20 mai 2015 jusqu'au petit matin. La Nation, elle, observe que cette date du 19 mai a marqué le début d'une nouvelle ère sur la démocratie béninoise. Car, selon le journal, pas sûr que le successeur de l'ancien président sortirait des forces de l'opposition si Komi Koutié avait gagné le perchoir. Toujours à l'Assemblée nationale, on apprend par La Nation, cette fois-ci dans sa parution du 16 mai, la naissance d'un nouveau groupe parlementaire dénommé Le Peuple d'abord, composé de 9 membres et dirigé par le député Garba Yaya. Fraternité, lui, nous précise qu'ils font tous partie de la minorité parlementaire ayant voté en avril dernier contre la prise en considération du projet de révision de la Constitution. Le Télégramme, quant à lui, nous propose de découvrir la nouvelle configuration politique du Parlement. La liste de ce qui reste des groupes parlementaires après les chamboulements intervenus y est dévoilée. L'autre actualité relayée cette semaine par les journaux est relative à la convention cadre État-commune du Grand Nokoué. La priorité du 18 mai nous renseigne qu'à l'issue d'un conseil extraordinaire, Georges Bada obtient le feu vert d'Abomey Calavi. Dans une autre parution, celle du 19 mai, ce canard confirme qu'Abomey Calavi et Semepodi ouvrent le bal. Pour l'événement précis, le maire de Cotonou émet des réserves. Cette convention initiale a manqué de prendre en compte les tests législatifs réglementaires régissant la décentralisation et l'on y voit clairement l'intégralité des observations envoyées à l'État par la mairie de Cotonou. Ce qui fait dire à Dame Rumeur que Léadi Soglo s'opposerait à la signature du document. Toute chose que le maire, par la voix de son secrétaire général, a démenti dans les colonnes du matinal du 16 mai qui précise, je cite, « Le gouvernement de son côté a rejeté toute possibilité de modification de la convention initiale au profit de la mairie ». L'autre quotidien sans langue de bois tranche et on peut lire dans sa parution du 18 mai que Léadi Soglo signera le document puisque autorisé le 11 mai dernier par son conseil communal. C'est par 33 voix favorables et 11 contre que les élus communaux ont donné le feu vert au maire pour signer au nom des populations cette convention, mais sous réserve d'amendement. Le non-lieu prononcé dans l'affaire PPEA 2 par la justice béninoise n'a pas cette semaine échappé aux écrits de nos confrères. Le matinal titre « Du scandale au non-lieu ». La Nouvelle Tribune affiche « Non-lieu du juge d'instruction, des mises en cause libérées ce lundi ». Le journal nous apprend aussi que le non-lieu du juge annule les mandats d'arrêt contre Roch Nieri et Rémi Kodo. Fraternité du 17 mai évoque un coup de tonnerre dans cette affaire et reconnaît que par cette décision, c'est l'ancien ministre des Mines et de l'Énergie, Barthélémy Cassa, qui peut se frotter les mains. Le potentiel, lui, se fait plus inquisiteur puisqu'il parle de non-lieu qui insinue que Yahi aurait livré Cassa.
Le député Barthélémy Cassa n'était-il pas finalement le chien à abattre par le système Yahi, alors même qu'il en était l'un des griots les plus en vue, s'interroge le journal. D'un autre côté, la SB2E a de quoi se réjouir. L'État vient en effet de lui faire grâce de 25 milliards de francs CFA, proclame Afrique Express. Le gouvernement renonce ainsi à plus de 24 milliards de francs CFA de créances sur la SB2E, titre l'autre quotidien. Cela fait suite à une décision du Conseil des ministres en date du 12 mai qui prévoit également la mise en gestion déléguée de la société. Et c'est la Nation qui nous indique dans sa parution du mardi 16 mai les contours du projet de gestion déléguée de la SB2E. Dès lors, on comprend que le contrat de gestion déléguée permet de solliciter les compétences d'un gestionnaire privé internationalement reconnu pour apporter son savoir-faire et son expérience dans l'amélioration des performances de l'opérateur. Mais, prévient le quotidien, il ne s'agit nullement de la privatisation car la SB2E restera dans le patrimoine de l'État. Le grand jury lui signale que Biochane et Oussou sont dans une pédagogie d'explication. Le confrère de la matinée ne semble, lui, pas convaincu, d'où cette question à sa une, les peines des consommateurs bientôt alourdies. Selon certains agents de la SB2E contactés par le journal, il ressort qu'une telle option influera indubitablement sur la consommation et surtout la facture des clients de la société. Pour le quotidien, la meilleure option, c'est la libéralisation. Et pendant ce temps, le potentiel étale à sa une un record historique pour la campagne cotonnière 2016-2017, 453 000 tonnes de coton égrené. À peine cette campagne achevée, la priorité tourne déjà les yeux vers 2017-2018, à lire fixation des prix des intrants pour la campagne 2017-2018, 500 000 tonnes comme Paris. C'est le défi à relever après cette réunion des acteurs de la filière regroupée au sein de l'AIC à l'hôtel Azalaï. On y découvre également les prix des intrants ainsi que ceux de l'achat du coton par catégorie. Merci à vous, Rachidat Mama. Philippe Rado, il y a 2 ans, une main invisible propulsait Maître Adrien Mbedi au perchoir. Comment expliquer la victoire de l'opposition d'antan soutenue par cette main invisible, pourtant contrainte à l'exil? Oui, je crois, enfin, tout cela, ça relève de l'histoire. Ça, il faut le dire. Dans la mesure où nous sommes en 2015. 2015, c'était comme une atmosphère de fin de règne. Il y avait beaucoup de choses qui s'annonçaient. C'est vrai que ceux qui étaient dans l'intérieur de l'édifice, ils percevaient par les lézardes que comportait l'édifice. On croyait encore à la solidité de l'ouvrage, mais il y en a quand même qui savaient que ça ne pouvait pas subsister longtemps. La preuve, c'est-à-dire qu'il y a eu des défections. Déjà, je prends par exemple quelqu'un qui longtemps avait soutenu Yahi et Nago. Alors, enfin, je ne sais pas qui a lâché l'autre. Il est parti de l'autre côté. Il y a eu des gens qui l'ont suivi. Et il y a eu ensuite les voyages sur Paris, etc. La suite, on le sait. Donc, alors, en fait, la surprise, c'est plutôt du côté de ceux qui pensaient que rien ne bougeait, que c'était le statu quo, que c'était, enfin, on a toujours Yahi et éternellement Yahi. Je crois que c'est ceux-là qui ont été surpris. Mais pour ceux qui étaient très attentifs, qui regardaient les choses de près, on savait que Yahi perdait la partie. Donc, il perdait la partie, chacun devait se repositionner par rapport à ce qu'il pourrait. Certains estiment qu'en général, Koumi Koutié ne perd pas. Fort de l'argent du contribuable béninois, il est très fort en matière de guerre et on estime qu'il ne perd pas. Que se serait-il passé cette fois-là? Problème de stratégie politique ou trahison dans son propre camp? Moi, je me souviens très clairement que quelqu'un comme l'actuel président de la commission économique de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, alors, il a exprimé ses appréhensions. Il a dit pourquoi il a pris ses distances vis-à-vis du choix du pouvoir. Parce qu'il estime que lui, il était un ancien et qu'eux, ils étaient là aux premières heures et que quelqu'un qui arrive à la 11e heure, alors qu'on lui donne la préférence, non, il ne pouvait pas suivre.
Je crois qu'il y a eu des situations comme ça qui ont expliqué tous les ratés qui ont marqué cette fin de règne jusqu'à l'élection de Hongbeji, alors qu'on s'attendait, enfin, on pouvait croire que Komi Koutié remporterait. Oui, les Béninois, en fait certains, estiment que le pouvoir d'antan penchait pour une révision opportuniste. En quoi l'élection de Maître Adrien Hongbeji au perchoir a brisé ce rêve? Je crois que c'est, on lui fait confiance, ça doit être une espèce de, on va appeler ça comme ça, une confiance entre eux, pour que des choses improvisées ou forcées ne se passent pas forcément. Je pense que c'est sa sagesse peut-être qui va jouer, mais le fait est que les nôtres, quand ils sont élus, et les députés élus oublient tout simplement qu'ils sont élus du peuple, mais sous une casquette bien donnée. Quand ils arrivent à l'Assemblée nationale, et ils deviennent indépendants. Ils deviennent indépendants. Et là, c'est regrettable, puisqu'en ce moment-là, lorsqu'ils redeviennent indépendants, ils n'ont plus ce mandat du peuple qui les lie à un parti, à un groupe. Et alors là, après, c'est des négociations, tout est permis. Donc, moi, je pense que remettre Maître Adrien Hongbeji au perchoir, c'est un peu un équilibre précaire, mais ça vaut le coup d'être maintenu aussi précaire qu'il soit. Aurait-il été envoyé en mission pour empêcher la tenue de cette révision opportuniste? Envoyé, je ne sais pas, mais ça veut dire au moins que l'instrumentalisation de l'Assemblée n'est pas toujours possible, même si on approche de très près et que c'est difficile d'avoir la conscience propre à tous les niveaux. Il y a quand même des gens qui réagissent, et même si c'est des intérêts privés qui jouent, au moins ça montre qu'il y a une petite conscience quelque part et qu'on fait de la politique. Moi, je ne condamne pas forcément ce que la politique, c'est des jeux, sauf qu'il faut un peu de sérieux des fois et que les députés se rappellent un peu au bon souvenir de leurs élus. Philippe Rado, pour certains, c'est le choix porté sur Komi Koutié qui justifie l'échec de la majorité présidentielle d'antan. En quoi ce fut une erreur d'avoir choisi Komi Koutié? Oui, l'erreur, je crois, quand on s'en tient à certaines explications qui avaient été données à l'époque, je pense notamment à cette conférence de presse de Souza, on comprend bien que le pouvoir, certainement s'il avait choisi quelqu'un d'autre, il aurait plus de chance. Parce qu'on voyait Komi Koutié trop proche de Yahi. C'était un peu, je sais pas, c'est la voix de son maître, etc. Donc on ne voyait pas quelqu'un avec qui on pourrait négocier, quelqu'un qui pourrait faire autre chose que ce que son maître lui demanderait de faire. Donc il fallait un peu de souplesse. Et cette souplesse, c'est peut-être de porter le choix peut-être sur quelqu'un d'autre. Mais celui-là, je crois surtout son ascension, elle a été fulgurante et il la doit surtout vraiment à son maître. Non pas par rapport à un passé, par rapport, je ne sais pas, non. Il y a eu comme une création ex nihilo. Donc cela laisse croire que tout ce que le maître lui demanderait, il le ferait, il l'exécuterait sans se poser de questions. Oui. Didier Sanson, il y avait certains barons de la majorité présidentielle d'antan, comme François Abiola, Nassirou Arifari Bako, et bien d'autres qui étaient quand même écartés. Croyez-vous que ceux-là allaient adhérer donc à cette proposition, à ce choix? Au choix de Komi Koutié. Je crois que ceux qui ont fait ce choix, eux-mêmes se doutaient que ça n'allait pas porter. Je crois que c'est du jeu politique que de penser qu'il ne faut pas faire confiance absolument aux gens ou bien de jouer tout simplement sur le fait qu'on va mettre un peu de sous derrière et que ça va marcher. Le choix de porter Komi Koutié, et je pense que même ceux qui le portaient au départ ne pensaient pas que ça allait aboutir. Je crois que ça aussi, c'est de la petite intelligence de bureau. Et lui-même d'ailleurs ne croyait pas, je ne pense pas. C'est vrai, on se porte devant pour dire voilà, je vais représenter quelque chose. C'est ça que je disais tout à l'heure, ces groupes-là qui se forment au détour d'un bureau, dans les couloirs, etc., ça ne porte pas des convictions. Et c'est en cela que je trouve d'ailleurs que remettre Maître Adrien Hongbeji en bonne et due place, ça calme plus d'un esprit. Philippe Rado, 2 ans après l'élection de Maître Adrien Hongbeji, quel bilan faites-vous de sa gestion de l'Assemblée nationale? Je pense qu'on peut retenir, parce que
entre autres, par exemple, il y a eu 4 sessions, donc 2 sessions par année parlementaire. C'est largement suffisant. C'est pas donné à l'avance. Donc, il a rempli le contrat, tout au moins au niveau des sessions parlementaires. Et il a imprimé, c'est un rythme de travail qu'il faut reconnaître. Vous voyez, par exemple, c'est aussitôt installé, il y a eu la mise en place des commissions techniques, des groupes parlementaires. Je crois que c'est pas peu de choses. C'est pas peu de choses. Et puis en plus, je crois quand même qu'il y a eu un certain nombre de lois qui ont été votées, même si l'ambition n'a pas été toujours au rendez-vous, c'est-à-dire l'ambition affirmée de faire passer des lois favorables au peuple, à la nation, c'est-à-dire privilégier les intérêts du peuple. Mais il reste quand même qu'il y a eu beaucoup. Pour 2 ans, ce n'est pas négligeable. Oui. Il est 2 ans après, peut-on dire que Adrien Mbouidi est en train de combler les attentes? En tout cas, il remplit son rôle. On va pas lui décerner des félicitations à tout va parce qu'il fait son job. Il est là pour ça. Il est là pour ça. Le fait est qu'il le fait bien. Et il remplit bien son rôle de président de l'Assemblée. Et arbitrer, c'est ça. Le jeu du président de l'Assemblée, c'est pas... Il est un député, comme tous les autres au départ. Donc, le truc, c'est d'arbitrer et de pouvoir gérer et de contrôler les différents groupes pour que l'Assemblée ne soit pas une poigne de gens qui viennent s'invectiver comme ça, enfin un groupe de gens qui viennent s'invectiver et que le travail soit conduit. L'année dernière, pour tout ce qui concerne les lois budgétaires, toutes les commissions à gérer, tous ces petits groupes qui se fondent à gauche, à droite, gérer tout ça, même s'ils ne sont pas une centaine, et ça fait quand même, passez-moi le thème, sacré pagaille, quoi. Un jour c'est comme ci, après-demain c'est comme ça, donc il fallait tenir tout ça. Sa forte personnalité fait qu'il arrive à contenir tout ça. Pourquoi pas encore un petit mandat supplémentaire. C'est peut-être la Chazès qui est récompensée. Toujours lui. Ouais. Philippe Fado, un nouveau... Bon, oui, je voudrais ajouter quand même une chose. On attend quand même du Parlement ce qu'on appelle le contrôle de l'action gouvernementale. Alors je ne sais pas si à ce niveau, Mbouidi a rempli pleinement sa mission, ses obligations. L'essence du groupe parlementaire Le Peuple d'abord. Après la création du bloc de la majorité présidentielle composé de 59 députés, il y a un autre groupe parlementaire qui est né, Le Peuple d'abord. Que vous inspire la nouvelle configuration de l'Assemblée nationale, Philippe Fado? Il faut s'attendre à tout depuis qu'il y a eu ce vote raté du projet de constitution du président Talon. Il faut s'attendre à tout. C'est-à-dire que l'Assemblée ne fonctionnera plus comme auparavant. Donc, je veux dire au niveau de la configuration, les groupes parlementaires, etc. Donc, je crois que ce qui se déroule en ce moment, c'est un peu, ce qui se profilait ou ce qui doit, résulter de cette situation. Parce que accepter quand même que le pouvoir cherche, c'est pas à aider les siens pour reconstituer quand même, pour reconquérir un peu la place perdue, et accepter également que l'opposition, ou bien ce qui se dit opposition, s'organise pour quand même, c'est-à-dire donner de la voix, ne pas quand même, apparaître comme, c'est dit que tout est perdu, il n'y a plus rien à défendre. Je crois que c'est un peu comme cela qu'il faut comprendre. Tout ce remue-ménage. Ouais, mais sans vous interrompre, je pense qu'on ne peut pas reprocher au pouvoir de reconstituer une majorité en sa faveur pour faire passer ces lois. Je crois que c'est tout à fait légitime et qu'ils mettent un coup de pied dedans pour refaire les choses avec des manières plus ou moins avouées ou inavouées. Mais toujours est-il que on ne peut pas reprocher à un pouvoir de tout faire pour avoir des députés acquis à sa cause pour faire passer ces lois. C'est ça la politique et ça ne sera jamais autrement. On note que la configuration est en train de varier. À quoi peut-on encore s'attendre dans les prochains jours? Apparemment, ce qui se dessine, je crois que c'est très favorable au pouvoir en place. Alors, ça laisse croire par exemple que, comme la loi le permet, c'est dit qu'on peut rebeloter au niveau du projet de révision de la Constitution.
j'aime bien le terme rebelote. Qui va prendre l'initiative? On remet. Ça peut être les parlementaires. Ouais. Hein, ils peuvent, oui, on remet. C'est-à-dire que on reprend l'ouvrage, hein, peut-être avec des, c'est pas, quelques retouches par ici, par là. Mais dans tous les cas, il n'y a pas à redire là-dessus. C'est-à-dire que chacun dans son rôle. Hein. Que le pouvoir cherche, je ne sais pas, à se ménager une bonne place, hein, avec les siens. Bon, c'est normal. C'est normal. Philippe Rado, le gouvernement a annoncé lundi dernier la tenue effective des examens nationaux au niveau de l'enseignement supérieur, au niveau des universités privées. Ben, les responsables d'universités privées ne sont pas d'accord. Selon vous, pourquoi les réformes au niveau de l'enseignement supérieur? Alors, je ne sais pas si Didier, parce que Didier, il est formateur comme moi. Oui, j'aimerais que vous commenciez d'abord. Non. D'accord. Je commence. Ouais. Ce que je voulais dire, est-ce qu'il sera d'accord avec moi? Mais c'est bien possible on va y aller. qu'il ne soit pas. Alors, mais je pense à ceci. Écoutez, actuellement, ça dit qu'au niveau des diplômes, on parle de co-signature. Si on parle de co-signature, c'est quelque part, c'est-à-dire qu'on veut, que le diplôme soit labellisé national. Hein, qu'il ait, je sais pas, l'assentiment du pouvoir, du pouvoir, enfin, pas du pouvoir, enfin, de l'État. Alors, qu'on nous propose, qu'on demande d'organiser les examens nationaux, on devait l'accepter. Si tant est qu'on recherche Oui, la qualité. on devait l'accepter parce que, en fait, parce que la co-signature, ou qu'on parle d'examens nationaux, alors ça revient à la même chose. D'autant qu'il y a des établissements qui ne bénéficient pas de la co-signature. Et dans ces cas-là, ce n'est pas la faute au pouvoir, ce n'est pas la faute à l'État. Mais ça dit qu'avec les examens nationaux, c'est qu'on donne une chance égale à tout le monde, à tous les candidats. C'est ça. Je ne parle pas des établissements. Ouais, mais même au niveau des établissements, on donne la même chance à tout le monde. Non, c'est pas une question de chance. C'est une question de qualité de travail. C'est pas une question de chance. On n'est pas à distribuer des bonbons au coin de la rue pour que tous les pauvres viennent gagner la même chose. En quoi résiderait la qualité, Didier Sanson? Quand on parle de co-signature, ça ne veut pas dire qu'on remet son enseignement sous le couvercle de l'État. Non, le contrôle et la co-signature veut tout simplement dire, vous savez, ce diplôme ne se fait pas par hasard, il y a un regard, il y a un contrôle de qualité, etc. Ça ne veut pas dire qu'il faut revenir à un diplôme national. Et puis en plus, faire ce diplôme seulement avec les privés et puis séparer. Donc, je pense, sur les 146 universités privées, 52 seulement bénéficient de la co-signature. Mais voilà, il faut faire du ménage. Hein. Il faut faire du ménage. Ça, c'est voilà, vrai, il faut faire du ménage. Alors, bon. C'est pourquoi l'État a pris 3 années de transition pour faire le ménage. Oui, mais entre-temps, vous lui permettez d'organiser les élections. Oui. Là, pour le coup, moi, je vais parler de ces examens prétextés nationaux pour donner l'égalité de chance à tout le monde. Non. Il n'y a pas à donner l'égalité de chance. Ça ne veut rien dire d'ailleurs. Vous avez des établissements connus, on dit, pourquoi, allez tiens, prenons un exemple. Pourquoi dit-on je veux sortir de HEC? Pourquoi dit-on je veux faire Harvard? Pourquoi dit-on je veux faire telle et telle chose? C'est parce qu'on connaît la qualité du travail, mais ça n'empêche pas à l'État français, à l'État anglais ou à l'État américain d'avoir un regard, d'avoir un contrôle pour dire voilà les balises qu'on vous met. Ça ne veut pas dire que l'État anglais, français ou américain ou que sais-je encore va dire ben voilà le diplôme que moi je vous propose. Mais ça veut dire quoi ça? Est-ce que ça dérange que l'État organise les Parce que c'est nivelé vers le bas. C'est nivelé vers le bas. C'est une transition. Transition, c'est des mots, ça. Ça, c'est des mots. Et il n'y a rien derrière. C'est-à-dire que les établissements privés, il faut faire le ménage dans ce monde-là. Parce qu'il y a tout et n'importe quoi. Et puis, il y a ceux qu'il faut accompagner. Lorsqu'il y a n'importe quoi, il faut assainir. Mais il faut assainir. Mais l'assainissement n'est pas de dire de ramener tout le monde à des valeurs zéro. Non. Ça ne veut pas dire de ramener... Moi, je suis contre le fait de niveler par le bas. Ce n'est pas le degré zéro de la connaissance, certes, mais encore faut-il permettre à l'État d'assurer cette transition pour voir. La transition, je ne sais pas ce que c'est que la transition. Je sais tout simplement qu'on est en train de dire qu'il faut faire un diplôme national pour les établissements privés. Pourquoi voulez-vous que tel établissement ait la même valeur qu'un autre? Parce que chez moi, par exemple, je veux mettre le niveau, pour passer moi mes examens, il faut avoir 14 de moyenne. L'autre dit qu'il faut avoir 12. Alors on va aller au diplôme national, à l'examen national, où des experts venus d'on ne sait pas où sont casés dans des bureaux et vont penser
penser Croyez-vous que les universitaires qui enseignent croyez-vous que ceux qui enseignent dans ces établissements sont tous des universitaires qualifiés? Mais c'est pour ça que je dis qu'il faut faire un contrôle de qualité. Contrôle de qualité. Contrôle de qualité, ça ne veut pas dire... Comment peut-on le faire? C'est simple. Il y a des inspecteurs. Il y a des inspecteurs. Et puis, il y a des programmes, et il y a des enseignants. On contrôle tout ça. Mais alors qu'on sait bien, dans le pays dans lequel nous fonctionnons, des établissements se créent au petit bonheur, la chance comme ça, on soudoie 6 par là, etc. Les ministères en question ne sont pas blancs comme neige. Hein. Il ne faut pas rêver, tout ça n'est pas très clair. Quand on parle d'assainissement, il y a le contrôle, il y a des inspecteurs, on va contrôler, il y a des programmes qu'on reçoit et on valide. C'est pour ça qu'il y a la co-signature, ce n'est pas autre chose, on ne veut pas niveler vers le bas. Philippe Rado. Moi, je parle de mon expérience, ça dit comme formateur. Vous avez des écoles. Les étudiants ne sont jamais au courant des notes que les professeurs portent sur leurs copies. Mais c'est mauvais. Non, c'est-à-dire qu'il y a des situations de toutes sortes, de tous les côtés. Je veux dire pendant qu'on parle de co-signature. Parce que le co-signature, ce n'est pas l'État qui l'a exigé, c'est les établissements eux-mêmes. Parce qu'ils pensent, c'est-à-dire créer la différence, montrer qu'ils sont meilleurs à d'autres. Parce que tout le monde sait toutes les combines, tout ce qui se fait. Vous voyez? Donc, moi, je conseille le PSG favorable à ceux qui ont pris l'initiative des examens nationaux. Parce que les établissements n'évoluent pas en vase clos. C'est-à-dire qu'il y a comme un jeu de balancier entre le ministère de l'enseignement supérieur et ses écoles. Donc, il y a un regard que le ministère, oui. Alors, est-ce que j'imagine que c'est sur la base de ce que le ministère a constaté, hein, pendant qu'on parle de co-signature, je suis que c'est tout ça qui a conduit à l'initiative des examens nationaux. Qu'est-ce que ça va donner? Je ne sais pas. Mais seulement, non, qu'est-ce que ça va donner? Je ne sais pas. Juste pas la question. L'idée, Sanson, organisation des examens nationaux pour le compte des universités privées, quelle pourrait être la bonne thérapie selon vous? La bonne thérapie, c'est d'avoir tout simplement un contrôle de qualité et dire voilà les balises qu'on vous met, vous faites ci, vous faites ça. Et les établissements, vous savez, ils ne sont pas là pour faire n'importe quoi non plus, il faut leur faire un peu confiance aussi. Hein. Bon, et il y a des formations propres. Et puis c'est le fait de discriminer. Vous allez faire ça, les autres vont faire ci, vont faire ça. En fait, le Bénin va se retrouver en vase clos, quoi. C'est-à-dire que nos diplômes ne sont que valables dans notre périmètre de Malanville à Cotonou, quoi. Justement, à quoi sert-il de sortir de son pays avec des diplômes qui sont des coquilles vides? Ce n'est pas des coquilles vides. Pourquoi sortir de son pays avec des diplômes pour lesquels on n'est pas qualifié? Non. Ne faut-il pas? Non. Et vous faites des jugements de valeur, là. Non. Pourquoi vous appelez ça coquille vide? Nous avons des gens tout à fait bien. Hein. Il y en a qui sont bien, mais tous ne sont pas bien. Les brebis galeuses, on va les sortir du troupeau. Et c'est pas, il faut contrôler. C'est en cela que je dis qu'il faut faire des contrôles de qualité et imposer des normes. Et non dire, moi je vous fais un diplôme national. C'est-à-dire que nous, on va rester entre nous béninois, on va sortir notre diplôme. Vous pensez que ce serait valable au Sénégal? Vous pensez que ce serait valable au Mali, un diplôme béninois? Il faut arrêter ça. Philippe Rado, la bonne thérapie, selon vous? Non, mais moi je crois en ceci. C'est-à-dire que l'initiative qui est prise en ce moment et qui va s'appliquer, non, je ne vois pas en quoi cela nous ramènera à une situation comme quoi le Bénin organise des examens, délivre des diplômes au rabais. Non, je ne pense pas. Parce que ce qui a prévalu jusque-là, ça n'empêche pas les Béninois, je ne sais pas, de faire valoir leurs compétences ici comme ailleurs. Quand on parle d'examens nationaux, ça ne veut pas dire que les diplômes que le Bénin délivre ou les examens qui donnent lieu à ces diplômes sont des examens ou des diplômes de seconde zone. Vous avez dit tout à l'heure... Encore faut-il éviter de jeter de l'opprobre dans ces quartiers-là de l'Afrique. Vous avez dit qu'il faut donner l'égalité de chance. Comment on fait l'égalité de chance? Non, en fait, l'égalité de chance, c'est quoi? Parce que jusque-là, il y a quelques établissements qui bénéficient de la consignature. Oui. Consignature. Oui. Alors, avec les examens nationaux, mais écoutez, les étudiants, tant que vous avez suivi la formation, vous présentez à l'examen. Vous présentez à l'examen, ça dit que non, à ce moment-là. Si on veut contrôler la qualité du travail, hein, ce n'est pas un examen national qu'on impose.
C'est quoi ce truc-là? On n'impose pas ça. On dit, mais voilà les balises qu'on vous met. Voilà la formation. Voici ce que ça vaut. Et puis on est validé KMS et compagnie, etc. On fait ce qu'on veut. Mais voilà, vous êtes dans des normes. Et vous devez évoluer sur ces normes-là. Mais on ne vient pas dire, faites ce que vous voulez, mais on va faire un diplôme national et puis on verra qu'il n'est pas au point. Ça ne veut rien dire. Oui, Philippe Rado, nous allons partir pour des sujets pêle-mêle. La SB2E, mise en gestion déléguée. Quels sont les contours de la mise en gestion déléguée? Alors moi, je t'ai maintenu à la conférence que le ministre Biotchané avec le ministre de l'Énergie, la conférence de presse qu'ils ont organisée. Et je m'en tiens à ce qu'ils ont dit. Alors, parce qu'il y a l'appréhension que beaucoup ont eue, c'est qu'on s'achemine vers la privatisation de la SBE. Alors j'imagine quand on dit privatisation, est-ce qu'il y a un repreneur qui s'annonce? Je n'en vois pas, on n'en a pas annoncé. Selon les explications, le directeur général sera là, mais il y aura un expert qui va conduire la direction de la société à ses côtés. Oui. Bon, la question à se poser est de savoir s'il n'y aura pas des frictions. Non, les frictions, il peut en avoir. Mais ça dit, le problème, c'est quoi? C'est-à-dire que nous voulons un service de qualité. Je crois, on l'a dit, tout le monde le souhaite, tous les consommateurs le demandent. C'est la rengaine de tous les jours. Alors, si au bout de tout cela, on a la qualité, tant mieux. Mais il y a une chose sur laquelle il faut quand même veiller, c'est-à-dire que chacun joue son rôle. C'est-à-dire que l'État, parce que lui, il impose un cahier de charge à la SBE et qu'en retour, qu'il délègue un expert, qu'il mette quelqu'un pour assurer ses intérêts aux côtés du directeur général nommé. Alors, c'est son affaire. Oui. Mais il y a les associations de consommateurs qui doivent jouer leur rôle. Oui, Didier Sanson, dites-nous, la société est simplement distributrice d'énergie. Oui. Est-ce que son statut actuel lui permet de combler les problèmes liés à la qualité et à la disponibilité énergétique? Voilà, vous touchez le fond du problème. Non, la société telle comme elle est aujourd'hui ne produit pas, donc ne fait que distribuer. Donc, et en cela, je trouve qu'il y a des mots dans la presse qu'on utilise et puis on ne sait plus trop ce que ça veut dire. Il faut revenir à des valeurs simples. Hein. On dit l'État renonce à sa créance. Elle renonce à rien du tout, elle a effacé les dettes de la SBE, point final, elle n'a renoncé à rien du tout. Ça veut dire que quelque part, quelqu'un paye. Et ça veut dire que l'État dit, bon, écoutez, mon ministère de l'économie... En charge des dettes? Oui, c'est-à-dire que... Et voilà. Et donc, quelque part, quelqu'un paye. C'est-à-dire que c'est encore le contribuable. À ce propos, moi, je n'ai rien contre la privatisation de cette société-là, puisqu'elle ne fait que distribuer, elle ne produit pas. Elle fait que distribuer. Donc, remettre de l'ordre dedans, amener quelqu'un qui contrôle, faire tous les mots qui ont été utilisés, pourquoi pas, c'est très bien. Mais effacer les dettes comme ça d'entreprises publiques autant privatisées parce que le contribuable va payer. Il faut bien prendre l'argent quelque part parce que ça fait un trou. Hein. On dit renonce, il renonce à rien, il efface. Mais il efface, il reprend quelque part pour mettre à sa place. Donc il faut mettre un contrôleur et revenir à des valeurs simples et privatiser cette affaire-là. Oui. Philippe Rado, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de la SBE? À quoi, doit-on s'attendre avec la situation actuelle où on fait intervenir une gestion, on met du moins la société en gestion déléguée? À quoi peut-on s'attendre? Non, mais moi je crois que la SBE, c'est les problèmes. Hein, les problèmes, on n'a plus fini. C'est pas nouveau. C'est toujours les mêmes problèmes, c'est-à-dire la qualité n'est pas au rendez-vous. On insiste, mais rien ne se fait. Que ce soit parce qu'en fait, l'État se doit de protéger aussi le citoyen. Absolument. Surtout, on a fait une société qui dit qu'elle est une société d'État. Mais ce qu'on voit, non. Moi, j'ai entendu par exemple un ancien directeur général de la SBE déclarer qu'en fait, le problème de la SBE, c'est les salaires. Que les salaires que ces gens gagnent là, que c'est si énorme. Vrai ou faux, je ne sais pas. Mais il parle de ce qu'il connaît. Parce qu'il a été directeur général. Je lui concède qu'il a quitté, mais il suit toujours du regard ce qui se fait. Alors, qui paye? C'est nous qui payons, les consommateurs. Mais malheureusement, on ne donne pas, on ne nous assure pas la qualité. Oui, mais ils ont des salaires, ils n'ont pas inventé, quoi. Il y a bien quelqu'un qui a fait il y a une grille. Non, moi, si c'est des acquis... Alors, si c'est des acquis... Moi, je ne les condamne pas pour les salaires, pas du tout. Si c'est des acquis, garde des acquis. Si ça se mérite, tant mieux. Mais c'est qu'on est quelque part où il n'y a pas la qualité. Oui, ça c'est sûr. Oui, c'est ça. Il n'y a pas la qualité. Non, c'est vrai. Et c'est vrai qu'on ne s'en prendrait pas directement à la SBE.
on devrait s'organiser en association de consommateurs. Il y en a, et même d'ailleurs, l'État leur alloue des subsides. Oui, tout à fait. Ces associations, on ne sait pas ce qu'elles font. De toute façon, que la SBE, elle trouve que ce qu'elle donne comme énergie, comment se servir, que ça nous va, et puis parce qu'on ne s'en plaint pas, c'est notre affaire. Mais c'est plutôt à nous de nous organiser à travers ces associations pour nous faire entendre et compter également sur l'État qui se doit quand même de jouer un rôle. Autre sujet, rebondissement dans l'affaire PPA. Quelles sont selon vous les implications du non-lieu? C'est compliqué. Non, c'est compliqué parce que c'est vrai qu'on n'a pas le droit de commenter une décision de justice. On n'a pas le droit. Oui, mais on peut en dire les implications. Oui, on n'a pas le droit. Mais c'est gênant cette affaire. Parce qu'on sait tout le tohu-bohu auquel cela a donné lieu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on nous a dit, voilà, il y a un scandale et les Pays-Bas se sont plaints. Il y a eu des boucs émissaires désignés, etc. Enfin, il y a des gens qu'on a présumés être les auteurs de ce scandale. Et justement, il y a des autorités qui ont ordonné. Oui, au bout de quelques temps, voilà, on nous dit non-lieu. Oui, le non-lieu ne veut-il pas dire qu'il faut maintenant s'en prendre aux autorités? Puisque le tribunal n'est pas habilité à juger ceux-là. Voilà. Il faut la haute cour de justice pour le faire. Oui. N'est-ce pas que l'implication voudrait dire qu'il faut confier l'affaire du moins à la haute cour de justice? Oui, moi je pense que dans cette affaire-là, la justice, je suis contre le fait qu'on veuille toujours dire qu'elle est aux ordres. Bon, non, les juges, je crois, c'est des garçons intelligents et des femmes intelligentes qui font bien leur job. Sauf que quand ils ont des dossiers vides, ils ne vont pas travailler sur du vide. Il faut leur donner le moyen, les moyens d'aller plus loin dans leurs investigations. C'est vrai qu'on a dit les Pays-Bas se sont plaints, on a arrêté des gens, c'est 4 milliards par-ci, 8 milliards par-là, et puis après on déclare un non-lieu, c'est un peu choquant. Mais pas du tout, c'est aussi parce que les dossiers sont vides et il faut donner le moyen aux juges d'accéder à des niveaux supérieurs. Oui, mais dans tout cela, moi je suis curieux de savoir ce que les Pays-Bas pensent aujourd'hui de cette affaire, de ce non-lieu. On va passer à un autre sujet, le coton, 450 000 tonnes de coton égrené en 2016-2017. Comment comprendre ce record, Philippe Rado? Non, mais on peut penser que, en fait, tout ce qui manquait pour qu'il y ait, c'est pas un certain niveau de productivité, ben on a tout aujourd'hui. N'oubliez pas quand même, il y a eu la bataille des intrants, les intrants qu'on n'avait jamais à temps. Et le premier magistrat qui s'est battu, enfin, il a tout fait. Alors, ça n'a jamais décollé, on n'a jamais eu les intrants. Ben, on suppose qu'on a aujourd'hui les intrants. Et puis, bon, ça donne ce que nous avons. A priori, je crois que c'est cela. Oui, je ne pourrais plus vous permettre, vous tous, de vous prononcer sur les différents sujets. Convention État-commune du Grand Nokoué. Léa Dissoglo aurait émis des réserves. Et l'ambition du PAG pour sa municipalité, pourquoi, avec cette ambition, pourquoi encore émettre des réserves? Oui, non, alors quand on dit Grand Nokoué et tout ça, voilà, moi je suis toujours un peu étonné quand on sort des mots grandiloquents comme ça, le Grand Nokoué. Le Grand Nokoué, c'est un peu le Grand Cotonou. Oui, mais il faut discuter d'abord avec... Oui, mais il faut discuter avec les concernés. Porto-Novo, Sémé, Ouida, Abomey-Calavi. Il faut impliquer les élus d'abord et non décider en haut lieu que maintenant on va faire le Grand Nokoué et puis après on va faire le Grand quoi. Non, il faut impliquer les gens un minimum, impliquer les gens parce que c'est très bien, c'est la mise en commun d'un destin et d'une gestion du territoire. D'intercommunalité, de gestion du territoire. L'idée n'est pas mauvaise en soi, mais c'est les méthodes qui sont un peu, je suis ministre, je décide quoi. Ça c'est un peu gênant. Il faut, alors nous on a pensé pour vous qui ne pensez pas bien, c'est pas bon. Mais ça. Didier, je crois qu'il faut souffrir, celui qui apporte les moyens. Oui, mais bon. Mais il a la voix assez forte là pour se faire entendre. Parce qu'en fait, c'est l'État central là, qui apporte. Donc, il impose les règles du jeu. Alors, c'est qui l'État? Même s'il donne l'impression d'écouter, l'État, c'est vous et moi. C'est pas de prendre en compte les observations des communes, etc. Non, le fait est que, excusez-moi de vous couper, le fait est que souvent il y a une confusion qu'on fait. Quand on est aux affaires, quand on est décideur, on se confond à l'État. C'est pas bon. L'État, c'est autre chose. L'État, c'est l'organisation qui permet de donner, justement, parler d'égalité de chance. Donc, avec cet État-là, ne nous confondons pas à l'État. Je suis un fonctionnaire et quand je veux agir, je vais consulter et je constitue la chose. Parce que l'idée en soi est bonne, mais c'est les méthodes que je ne comprends pas. Oui, nous ne pourrons pas suivre Carica
il n'y a pas non plus la revue web. On va juste quand même dire un mot sur l'actualité internationale, à savoir que Emmanuel Macron s'est rendu à Gao, juste au lendemain de son investiture. Pourquoi aller directement à Gao juste au lendemain de son investiture? Est-ce parce que l'Afrique occupe une place de choix dans son programme ou parce que la France, Emmanuel Macron sait du moins où se trouvent les intérêts de la France? Voilà. Macron n'a pas été à Bamako. Il n'a pas été à Bamako, il a été à Gao. Et autant que je sache, Gao, ce n'est pas la capitale du Mali. Donc, en fait, c'est dit que voilà quelqu'un, je crois qu'il est pragmatique, l'Afrique l'intéresse à travers les intérêts de la France. C'est ça. C'est dit qu'il n'a pas choisi Gao au hasard. Les militaires français sont à Gao, donc on va à Gao. Oui, c'est dit que chez nous, il y a beaucoup de sentiments, beaucoup d'effusions de cœur. Mais il reste que non, il a été à Gao et à la limite, bon, on pourrait même penser qu'il a sommé Ibeka de venir le rejoindre à Gao. Oui, voilà. C'est-à-dire que tout petit genou président qu'il est, et il sait défendre les intérêts de son pays. Donc si des gens peuvent en prendre l'exemple, c'est pas mal. Nous allons dire un mot sur les États-Unis avec Trump. Est-ce la Maison-Blanche qui n'arrive pas à arrêter les révélations sur Trump ou le président américain qui en fait chaque jour un peu trop? Allusion faite aux dernières révélations sur les secrets de défense. Il en fait trop. Il en fait trop. C'est un homme d'affaires populiste qui pense que ses discours à l'emporte-pièce comme ça font une gestion d'État et donc découvre tous les jours ses propres contradictions avec lui-même. Et il improvise beaucoup et il rectifie beaucoup et il continue de jouer son petit jeu. Mais en fait, s'il continue comme ça, il amène les États-Unis à la dérive parce que ceux qui l'ont élu et qui pensent que le populisme est porteur, je crois qu'il s'en mord les doigts. Sa dernière idée, c'est de constituer un pays en Arabie Saoudite, de constituer un pôle contre la radicalisation. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je crois que c'est ce rêve qui traduit en réalité. Je ne sais pas si le temps le permet. Si le temps le permet, mon réalisateur voudrait bien nous permettre quand même de suivre Karika pour respirer. Karika avec Patrick Diossou. Le caricaturiste L'Enfant Claudio, dans le quotidien Fraternité du 18 mai 2017, emporte ses lecteurs dans une salle d'assises. La scène se déroule entre une avocate et son client. La dame en robe, à l'aide de l'eau symbolisée par la présence. Le caricaturiste L'Enfant Claudio, dans le quotidien Fraternité du 18 mai 2017, emporte ses lecteurs dans une salle d'assises. La scène se déroule entre une avocate et son client. La dame en robe, à l'aide de l'eau symbolisée par la présence du seau d'eau et du savon local Kongi, veut laver son client. À l'avocate de demander à son client: « Oui, mais il y a son passé sous tes yeux et tu veux quoi? C'est avec Kongi je vais te laver. » Et à son client de lui dire: « Il n'y a pas de savon parfumé. » La seconde caricature présente deux bus superposés. Un petit qui porte la marque FCBE sur un grand estampillé Rupture, avec le racoleur accroché à l'arrière, exaltant sans cesse « Cotonou, Cotonou !» L'Enfant Claudio, inspiré certainement par l'actualité politique à l'international, a présenté dans Fraternité du 16 mai 2017 la représentation d'une affiche d'un couple portant l'inscription « Votez pour nous » au mari de la femme de s'étonner. Quoi? Il a le culot de s'afficher en public avec ma femme? L'humour s'est transposé du terrain politique au ménage. Dans un second couple, la femme d'un soldat, surprise de voir son conjoint au lit, le kalachnikov en main et tirant ta en l'air, s'exclame: même dans tes rêves, tu continues mutinerie? Du kalachnikov au pistolet, un petit tir. Et voici, levant haut les mains, un monsieur assis devant son ordinateur, surpris de voir une main sans visage brandir un pistolet. Et une voix qui sort de l'ordinateur lui dit: « C'est un cyberbraquage, donnez les sous. » Finissons cette rubrique avec ces deux personnages de la dernière carica, toujours du 16 mai. Le premier ne comprend pas son oncle, un oncle vicieux. « Mais oncle, c'est ma copine. »
Juste un mot sur ce que vous venez de suivre. Oui, moi j'aime bien le grand bus Rupture et au-dessus FCBE. Je crois que ça veut dire beaucoup ça. C'est ce bus-là qui les transporte. Je crois que FCBE, ça ne représente plus grand-chose. Donc la Rupture les porte. Philippe Rado? Oui, enfin, vous savez, les caricatures comme tout ce qui est image, hein, c'est une bonne chose parce que ça constitue autant d'entrées dans le journal. Je crois que c'est des initiatives à encourager. Seulement, ça coûte cher aux journaux. Hein. Ouais. Il faut pouvoir payer, payer les caricaturistes qui ont droit aussi à des salaires. Merci à vous, Philippe Rado. Vous êtes directeur de publication du quotidien Nouvelle Expression. En face de vous, Didier Sanson, journaliste précédemment en service à RFI. Il est actuellement directeur des études dans une université privée de la place. Chers amis, merci d'être venus. Tout de suite, nous allons aborder le médiateur. C'est avec Jocelyne Aladaye-Dayon. Jocelyne, vous pouvez nous asseoir. Jocelyne Aladaye-Dayon, bonsoir. Bonsoir, Mesme Adisso, bonsoir à tous. Merci. Face à certaines entorses à la déontologie, les journalistes béninois sont contraints à la réparation. Avec vous, nous allons évoquer le droit de réponse, le droit de réplique et le droit de rectification. Veuillez nous édifier sur ces détails, Jocelyne Aladaye. Merci beaucoup. Effectivement, face à ces erreurs, il y a réparation que demande l'article 3 de notre code de déontologie. Et on va d'abord définir rapidement ce droit parce que, effectivement, si vous porter atteinte à la personne, à la dignité de quelqu'un, c'est évident qu'il peut y avoir des grincements de dents et en retour qu'il y ait des réactions. Donc, on va d'abord commencer rapidement par une petite définition de ces notions pour dire que le rectificatif, c'est déjà un écrit ou un propos pour rectifier une information qui est erronée ou inexacte. Tout simplement ça. Le droit de réponse, ça, c'est celui qui est accordé à toute personne, qui est physique ou morale, d'apporter une réponse parce qu'elle est citée, elle est nommée, elle est mise en cause dans une affaire par rapport à un écrit ou une émission de radio-télé ou à dans la presse en ligne. C'est son droit d'exiger d'avoir gratuitement une insertion dans le même journal ou un temps d'antenne sur la radio et la télévision. Quant au droit de réplique, c'est un droit qui permet de rebondir justement à ces personnes indexées, de rebondir bien évidemment et sur les commentaires qui vont être suscités justement par une insertion de réponse dans un organe de presse, quel qu'il soit. Donc voilà ce qu'on peut dire pour dire que ce sont des notions qu'il faut bien comprendre avant que nous entrions dans le détail. Alors, après ces définitions, veuillez nous dire un peu, veuillez nous situer sur l'esprit même de l'article 3 du Code de déontologie. Alors, on va lire in extenso pour permettre à tout le monde de bien comprendre ce que stipule l'article 3. Il dit, sur le rectificatif, le droit de réponse et le droit de réplique, il dit ceci: les fausses nouvelles et les informations inexactes publiées doivent être spontanément rectifiées. Et le droit de réponse, le droit de réplique sont garantis aux individus et aux organisations dans les conditions prévues par la loi. Et le droit de réponse, le droit de réplique ne peuvent s'exercer que dans l'organe qui a publié l'information contestée. Donc, ce qui veut dire que nous, journalistes, même si on a ce devoir de crédibilité, de crédibiliser notre corporation, il faudrait que nos écrits ne soient pas erronés, qu'ils ne soient pas inexacts. Donc, quand on n'est pas des dieux, on peut se tromper, il peut nous arriver de nous tromper. Donc, il faut faire preuve d'humilité et puis essayer de faire réparation. Oui, est-ce qu'on peut avoir une idée de quelques aspects majeurs sur lesquels peuvent porter ces erreurs? Bien, on peut dire que quelques erreurs, je vais citer 3 puisque le temps passe. On va dire que si vous donnez une citation qui est mal restituée ou mal attribuée, par exemple, vous faites un vox populi, vous accordez à quelqu'un la déclaration d'une autre personne. Vous pouvez frustrer cette personne, peut-être que c'est un juriste, et à côté, vous avez pris un amateur. Cet amateur n'est peut-être pas très éclairé, et vous donnez plutôt l'information du mauvais éclairage à l'expert. Celui-là peut être frustré.
étant donné que vous avez mal cité, vous avez mal restitué ce qu'il a dit, et ça pourrait créer des déflagrations également du côté de sa profession, où il peut manquer de crédibilité, parce qu'on va dire, c'est quelqu'un qui est un expert, mais sur ce coup-là, il a manqué de pertinence. Donc, cette citation mal restituée, mal attribuée, peut être signe d'erreur. Une photo également qui est mal légendée. Vous avez quelqu'un qui, on va dire, il est guézo, il fait ceci, et vous mettez que c'est plutôt peut-être un attirail de bœuf ou de ceci, ça choque. Et la personne peut revendiquer également un rectificatif. Une confusion dans un mot, dans le sens d'un mot. On dit peut-être que c'est au son que vous avez, parce que vous avez pris votre dictaphone, vous avez enregistré et après vous avez reproduit au son. Vous avez donné un mot qui n'est pas un mot vrai et qui a changé le sens de ce que la personne a dit. Eh bien, d'office, vous devez faire un rectificatif. Jocelyne, quand les événements le recommandent, comment exerce-t-on un droit de réponse? Je vais le dire sommairement. Nous avons moins d'une minute, sommairement, il faut automatiquement permettre à celui que vous avez indexé d'avoir son droit de réponse. À travers le même organe, si vous avez publié à la une du journal, c'est à la une que ce droit de réponse doit se faire. Si vous avez utilisé une taille de police, une forme donnée, la pagination, si c'est page 5-7, vous devez publier in extenso comme l'article incriminé. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à ça. Lorsque le droit de réponse est plus long que l'article incriminé ou lorsque le droit de réponse est injurieux, je fais quoi? Vous publiez quand même parce que déjà l'article lui-même il était injurieux, donc vous publiez aussi le droit de réplique ou de réponse qui est injurieux. Cependant, vous devez arrêter la déferlante en ne permettant pas par une note de la rédaction de commencer par faire une spirale pour entrer dans ce processus de violation, de violence, de réplique injurieuse. Par contre, pour le deuxième cas, si c'est trop long, vous réduisez l'article, mais pas de vous-même. Vous appelez la personne qui a son droit de réponse, qui va lire. Si elle lit, elle essaye de réduire. Maintenant, si elle ne réduit pas, dans l'arbitraire, elle se voit alors charcutée là où il ne faut pas. C'est tout ce qu'on peut dire. Merci à vous, Jocelyne Ladaé. Chers téléspectateurs, ce sera tout pour Club Média 7 de ce jour. Rendez-vous dimanche prochain. Entre-temps, vous pouvez en suivre la rediffusion demain après le journal de 23h. Portez-vous bien. Bye bye.